Nous sommes ici ce matin au tribunal administratif de Nancy, ce 8 novembre 2023, pour soutenir Andreas Pfeiffer. Mais qui est-il? Pendant plus de 18 ans, il est un professeur aimé et reconnu dans tous les établissements dans lesquels il a exercé. En 2013, il obtient un poste fixe au collège Clémenceau d'Épinal. Le nombre de projets qu'Andreas a menés toutes ces années est simplement vertigineux. Il est en lien avec l'Institut Goethe, la Fondation Bosch, qui est la deuxième fondation mondiale. Il organise des échanges, des voyages, obtient des fonds pour la jeunesse, fait participer ses élèves à des concours prisés, les prépare à des concours d'éloquence franco-allemand, les accompagne dans la réalisation de courts-métrages. Il obtiendra le premier prix au concours L'honneur en action et sera honoré à l'Hôtel des Invalides à Paris. Il est invité par la Société des membres de la Légion d'honneur pour son travail pédagogique. Il fera l'objet d'un reportage pour sa pédagogie moderne et innovante, mêlant la musique aux cours de langue. Et participe durant 5 ans à un atelier artistique avec Image Plus, qui est une télévision locale. Andreas excelle dans les relations internationales et le partenariat avec d'autres écoles en Allemagne. Il sera nommé responsable du projet Erasmus en coopération avec 5 pays européens, mais aussi responsable pédagogique des échanges franco-allemands pour la ville d'Épinal durant plus de 20 ans. Il est même le traducteur lors des réceptions officielles pour la mairie d'Épinal. Andreas fait un travail absolument exceptionnel qui explose littéralement le minimum syndical, allant jusqu'à consacrer ses vacances à ses élèves. Tout au long de sa carrière, il ne recevra que des évaluations positives, des notations élevées et des appréciations élogieuses. Andreas est un professeur qui aime son métier et n'a jamais cessé de rechercher le meilleur pour ses élèves. La crise Covid arrive, Andreas ne peut pas fermer les yeux sur la souffrance qu'il voit dans les yeux de ses élèves. Il se questionne et souffre avec eux. Il décide de demander un entretien avec son chef d'établissement, M. Odile, pour la rentrée 2021-2022, durant lequel il n'y aura aucune discussion sur le fond, malgré les documents scientifiques fournis par Andreas, mais il y aura un interrogatoire à charge. Le chef d'établissement devient alors agressif et le censure. En 2021, le 23 septembre, il est convoqué. Le 6 décembre, il est expulsé violemment de façon humiliante. Il découvrira ensuite avec son avocate, Nancy Rizacher, un florilège de diffamation, affabulation, distorsion de la réalité. 2022. Le 14 mars, c'est le conseil de discipline. Andreas fait connaître la manière dont le chef d'établissement a agressé verbalement une professeure. Monsieur Odile perd à nouveau son sang-froid et est agressif. Andreas répétera qu'il est là pour protéger les enfants. Bien avant de penser à lui, c'est pour eux qu'il agit. Le 6 avril, il est réintégré, mais il va subir un harcèlement très lourd et une surveillance continue. En juin, Andreas ainsi que 2 autres enseignants déposent plainte contre M. Odile pour harcèlement moral. Malgré cela, M. Odile s'acharne de plus belle. Le 4 juillet, c'est la convocation au rectorat. De nouveau accompagné de son avocate, Nancy Rizacher, tous deux vont subir les foudres d'un autoritarisme délirant. 13 pages d'un rapport à charge qui ne l'aurait communiqué qu'à leur arrivée. Le 5 juillet, la proviseure adjointe retire à Andreas toutes ses classes de terminale, 2 sections euro, et lui supprime l'intégralité de ses projets culturels et artistiques. Le 21 septembre, c'est la décision du Conseil de discipline du 14 mars. Il aura fallu 6 mois pour que le ministère de l'Éducation nationale, via le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz, communique la sanction. 3 mois d'exclusion temporaire, dont 2 mois assortis de sursis. 2023. Le 18 juillet, la décision de son 2e conseil de discipline tombe. Andreas est muté au collège de Bénaménil, qui se trouve à 80 km de chez lui, soit 1h15 de route. Cette décision repose sur un petit nombre de rapports totalement mensongers et diffamatoires, venant de collègues, mais également de M. Odile. Le 13 septembre, Andreas dépose un recours contre ce déplacement d'office qui s'apparente à une sanction déguisée. 7 jours plus tard, soit le 20 septembre, Andreas voit le sursis de la décision de septembre 2022 révoqué. Il est suspendu sans salaire pendant 2 mois. Aujourd'hui, le 8 novembre, nous sommes avec Andreas au tribunal administratif de Nancy concernant le référé déposé par maître Nancy Rizacher et maître David Guyon concernant la révocation de ce sursis.
Les arguments avancés devant le tribunal administratif de Nancy visent notamment à démontrer que la sanction est totalement disproportionnée, mais aussi entachée d'illégalité. Pourquoi, alors que la rentrée d'Andreas, loin de chez lui, s'est parfaitement passée, pourquoi cette révocation? On ne peut y voir que des représailles pour avoir osé contester un déplacement. Un bon fonctionnaire se tait et exécute les ordres, peu importe les conséquences. Andreas ne semble pas remplir ce critère du bon fonctionnaire. Comment est-il possible que 4 semaines après la rentrée 2023-2024, les élèves du collège René Gaillard à Ben-Aménil se retrouvent sans leur professeur d'allemand? Quel est le respect du rectorat pour les élèves de ce collège, privés de leur professeur d'allemand, un mois à peine après la rentrée? Comment se fait-il que M. Odile, malgré les plaintes, n'ait pas été déplacé? L'éducation nationale permet-elle le harcèlement? Le soutient-elle? Comment est-il possible, au vu des états de service d'Andreas, des plaintes déposées contre M. Odile, que le rectorat cautionne le harceleur tout en s'acharnant brutalement, illégalement et je dirais même follement contre sa victime? Bonjour, on se trouve devant le tribunal administratif de Nancy. Je suis avec mon avocate, Maître Nancy Zacher, et je remercie également énormément le deuxième avocat qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Maître David Guillon du barreau de Montpellier. Je voudrais remercier aussi énormément mon comité de soutien qui m'a soutenu matériellement et aussi moralement. Et voilà, on est parti maintenant pour attaquer la décision qui est tombée le 4 octobre, c'est-à-dire une nouvelle suspension de 2 mois sans salaire. Donc c'était difficile à digérer puisque j'étais quand même bien intégré dans le nouveau collège, beaucoup de soutien par mes collègues. Et ça se passait très bien avec les élèves. Et voilà, je me retrouve de nouveau dans la rue. Donc l'acharnement continue. Donc le référé que nous avons déposé avec les 2 avocats va s'attaquer sur 2 points d'urgence que Maître Nancy Zacher pourra expliquer mieux que moi. Bonjour à tous. Oui, en fait, aujourd'hui, nous sommes devant le tribunal administratif de Nancy dans le cadre d'un référé suspension de la révocation du sursis qui a été donc infligé à Monsieur Andreas Pfeiffer, puisque en réalité, un arrêté du 20 septembre 2023 est venu lui signifier la révocation des 2 mois de sursis d'une décision qui était tombée en septembre 2022, il y a 1 an. Et donc, cette décision est d'attaquer, alors, à la fois en référé, d'où l'objet de l'audience aujourd'hui, et également sur le fond, dans le cadre d'un recours en annulation, un recours en excès de pouvoir contre cet arrêté. Cet arrêté donc a fait suite à la décision de déplacement d'office à Ben-Aménil, je pense qu'Andreas pourra vous en parler, qui est tombée donc au mois de juillet 2023 et qui a fait également l'objet d'une contestation en septembre 2023. Donc en fait, on a plusieurs procédures, 3 si vous m'avez suivi, si j'ai été claire. On a un référé, un recours en annulation contre un arrêté du 20 septembre portant révocation d'un sursis d'une décision de 2022. Et il y a aussi, et on n'a encore pas de date d'audience, un recours en annulation contre la décision, la sanction disciplinaire de déplacement d'office à Ben-Aménil. Donc aujourd'hui, on peut parler de harcèlement et d'acharnement du rectorat contre Andreas, simplement au nom d'une liberté d'expression qu'il a souhaité défendre et mettre en œuvre maintenant depuis 2 ans et demi. Est-ce que vous avez été surprise par justement ce retocage du sursis qui a été mis? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes habituée en tant qu'avocate à voir ou pas? Alors, la révocation du sursis, à partir du moment où on n'avait pas contesté effectivement la première décision du mois de septembre 2022, puisque Andreas a exécuté la sanction avec 1 mois de suspension, on savait qu'il y avait une épée de Damoclès et de 2 mois de sursis qui pouvaient tomber. La surprise, c'est que ça n'a été évoqué absolument à aucun moment. C'est-à-dire qu'on a eu le conseil de discipline le 20 juin 2023. Ils ont délibéré à la fois à l'issue du conseil le 20 juin, mais aussi, donc on a été informé le 4 juillet, et on a eu cette décision du mois de juillet 2023 de déplacement d'office. À ce moment-là, pour moi, ils auraient dû expliquer qu'il y avait éventuellement la révocation du sursis. La révocation du sursis, elle est tombée 7 jours, jour pour jour, après le dépôt de la contestation de la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Pour nous, il y a un lien de cause à effet, et en tout cas, c'est la réponse du berger à la bergère, une sorte de revanche. Comment vous vous sentez avant cette audience? Est-ce que vous vous sentez,
vous vous sentez, comment dire, confiante par rapport à ce qui va être décidé, par rapport aux arguments que vous pouvez mettre devant le tribunal administratif? Comme l'a dit Andreas, effectivement, moi je vais plaider ce référé et aussi le recours en annulation, sachant qu'il n'y a pas toujours d'audience pour les recours en excès de pouvoir. Mais c'est Maître Guyon qui a rédigé la requête et les arguments sont solidés. Maintenant, le référé nécessite 2 conditions cumulatives. Une condition d'urgence et une condition de violation du moyen juridique. La condition d'urgence, je crains que le tribunal nous dise qu'il n'y a pas d'urgence. Nous, bien évidemment, on a des éléments indiquant que oui, la condition d'urgence est remplie. Maintenant, comme c'est une condition cumulative, il se peut que le tribunal considère qu'il n'y a pas d'urgence. Et s'il n'y a pas d'urgence, nous déboute du référé. Mais tant pis, même si on a une mauvaise décision en référé, on pourra de toute façon faire valoir nos arguments sur le fond dans le cadre du recours en annulation. Et quand est-ce que vous devriez avoir cette réponse par rapport au référé? Quand est-ce qu'on peut l'attendre? En général, c'est dans les 8 jours maximum. C'est-à-dire que les décisions de référé, à partir du moment où l'audience a eu lieu, dans les 8 jours, on a via télérecours la décision, l'ordonnance de référé rendue par le tribunal. D'accord. Écoutez, merci à vous deux. On reste là et on aura vos retours juste après l'audience. Merci à vous. Merci beaucoup. La salle d'audience du tribunal administratif n'est pas très grande. Les plus de 20 personnes qui sont là ne peuvent pas y entrer et certaines resteront debout dans la salle adjacente pour écouter les plaidoiries. Nancy Rizacher va reprendre le contexte d'Andreas Pfeiffer, indiquant que c'est un enseignant toujours impliqué, à l'écoute de ses élèves, qu'il était à l'initiative de démarches innovantes, qu'il souhaitait des têtes bien faites plutôt que bien pleines, qu'il aimait les échanges de la culture dans sa langue, l'allemand, qu'il est enseignant depuis de longues années. Elle revient sur le problème de la pandémie, un problème sociétal, un problème de santé publique, en indiquant qu'Andreas Pfeiffer souhaitait un débat serein avec des arguments au sein de l'enseignement, et qu'il a ainsi, par cette demande, signé son arrêt de mort. Il a déclenché un véritable rouleau compresseur de l'éducation nationale, et elle témoigne de l'acharnement qui est fait contre lui. Le référé vient demander la suspension de la révocation qui a été faite du sursis. Et elle témoigne du conseil de discipline durant lequel elle a eu du mal à faire auditionner les témoins, des délibérations qui ont lieu sans même qu'ils en soient informés, de son déclassement dans un collège à 1h15 de son domicile. S'il a été fait contestation de ce déplacement d'office le 13 septembre, c'est le 20 septembre que le rectorat a signifié sa révocation des 2 mois de sursis. Du jour au lendemain, à peine arrivé dans un collège, est de nature à lui nuire. Cette suspension est faite sans justification, sans légitimité vis-à-vis des élèves et peut induire une suspicion, une perte de confiance. Elle va revenir sur l'illégalité de la décision prise par une personne qui n'aurait pas la compétence pour le faire et de l'atteinte qui est faite au principe contradictoire. Elle témoigne du fait qu'il y a une instabilité, une insécurité juridique qui est orchestrée par le rectorat. Maître Rizacher indique que le rectorat n'aime pas les fortes têtes et ceux qui réclament la liberté d'expression. Elle indique qu'il y a la sanction déguisée avec une volonté claire de mettre Andreas Pfeiffer au pas. Elle indique qu'il est de ce fait érigé au rang de martyr. Aujourd'hui, tout est possible et le but justifie les moyens. Le but est de pousser Andreas à démissionner. Elle fait état, en dépit de la solidité mentale d'Andreas Pfeiffer, des difficultés, de la stigmatisation dont il est victime et du fait qu'ils se sont mis plus bas que terre. Et elle demande à ce que la situation soit réexaminée. Du côté du ministère, on va rétorquer qu'il y a un défaut d'urgence, que les plaies justificatives pour son manque de salaire ne sont pas fournies. Le rectorat conteste également que ce soit une sanction discriminatoire et que l'ensemble des éléments sont sans lien avec cette révocation. Le rectorat indique aussi, en ce qui concerne l'atteinte à sa dignité, que les éléments n'ont pas été fournis. Le rectorat indique également que M. Pfeiffer a été remplacé et que cela ne perturbe en rien les cours. Le rectorat indique également que la personne qui a signé pour la révocation de ce sursis avait pouvoir pour le faire, était compétente pour le faire, et qu'aucun texte ne leur imposait d'avoir un contradictoire. Il indique également qu'aucun élément n'a été fourni susceptible de faire valoir une quelconque discrimination. Nancy Rizacher va répondre que toutes les pièces ont été fournies en temps et en heure. Nancy Rizacher va souligner que le Code de la fonction publique indique que s'il y a possibilité de révoquer le sursis, ceci n'est pas automatique. Nancy Rizacher indique également que s'il y avait eu volonté
de révoquer le sursis, pourquoi ne l'ont-ils pas fait dès le mois de juillet, avant même de commencer la rentrée? L'audience devait se tenir pour 15 minutes, on en est déjà à une demi-heure, et le président accepte d'entendre Andreas Pfeiffer. Andreas va s'exprimer concernant son expérience de 30 ans et contester le fait que la continuité pédagogique, à savoir le changement d'un enseignant en plein cours d'année, ne soit pas perturbant pour les élèves. Il se demande par ailleurs quelle explication va être donnée aux élèves. Andreas indique qu'ils se sont jetés dans l'inexistence, que là, c'est le harcèlement de trop, et qu'il a le soutien de tous ses nouveaux collègues dans ce collège et de sa direction. Andreas renouvelle sa demande d'un débat dans l'intérêt de tous. Andreas indique qu'il lui a été clairement et ouvertement demandé de démissionner. Andreas indique que ses droits ont été bafoués, que sa mission d'enseignement est reniée et que la liberté d'expression n'a plus cours. Le prix qu'il paye est très lourd, l'acharnement orchestré est très difficile à supporter. On sent que le juge a été à l'écoute. Toutefois, les juges administratifs, il faut le savoir, se prononcent essentiellement sur le droit. Nancy, je vous remercie de tout cœur d'être venu aujourd'hui, de me soutenir, c'est-à-dire aussi ma famille, comme ça, matériellement et moralement, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et je remercie aussi tous ceux qui m'ont envoyé nous envoyer des messages. C'est vraiment très encourageant, et je remercie mes deux avocats, Maître Nancy Zacher et Maître David Guillaume, qui a fait déjà référé avec Nancy. Je donnerai la parole tout de suite à Nancy. Je suis content du déroulement de l'audience, qu'on a pu s'exprimer, qu'on a pu compléter avec mon avocate, et on a tout fait pour défendre des valeurs, et après on verra. Hein. On dit, c'est un proverbe allemand, devant la justice, c'est comme on est dans la, c'est comme si on est non, on est dans la main en justice, ou en haute mer, on est dans la main de Dieu. Voilà, c'est ça le proverbe, et on va attendre. Restons dans la main de Dieu. Force et honneur. Alors Nancy, qu'est-ce que vous avez pensé de cette audience? Alors, cette audience s'est passée dans une sérénité que j'apprécie. Le président nous a laissé la parole, nous a laissé nous exprimer. Et ça, c'est pas devant toutes les juridictions. Donc, je tiens à saluer le président du tribunal administratif qui a été à l'écoute, qui a permis également à Andreas de s'exprimer et qui n'a pas bâclé l'audience, qui a au contraire écouté les arguments de part et d'autre. Après, vous le savez, le contentieux administratif est un contentieux technique avec des règles, bien sûr, spécifiques, et le président va juger en technicien du droit. Aujourd'hui, on plaidait le référé. Le référé, c'était savoir si la suspension de la sanction disciplinaire pouvait être effectivement prononcée ou pas. Il y aura, comme je vous l'ai dit, le recours en annulation au fond, où là, il sera débattu de l'annulation de cette décision du 20 septembre, c'est-à-dire son bien fondé, pour résumer. Donc, nous aurons la décision, l'ordonnance de référé avant la fin de la semaine, c'est-à-dire avant vendredi soir. Donc, on sera fixé sur le référé, même si la décision n'est pas bonne, parce qu'encore une fois, je pense que nous avons été entendus, mais il fallait que les deux conditions, urgence et violation de la loi, soient respectées, et les techniciens du droit peuvent statuer, je ne sais pas, j'aurais peut-être une bonne surprise, mais statuerait éventuellement sur l'application pure et dure du droit administratif. On aura de toute façon, et il faut continuer le combat, une décision sur le fond dans les mois à venir. Donc, les dés sont jetés pour aujourd'hui pour le référé. Le combat n'est pas fini. Et de toute façon, la légitimité du combat d'Andreas, elle est inaliénable, quoi qu'il arrive. Merci. Bon. Est-ce que j'avais une petite question par rapport à cet article 513 où il disait que le sursis était automatiquement levé. Je n'ai pas bien compris la différence entre le fait qu'on lève le sursis pour un élève et pas pour un professeur. Est-ce que vous pourriez réexpliquer, parce que c'est pas très clair pour moi. Alors en fait, c'est le pouvoir d'appréciation de l'administration. Pour un élève, la révocation du sursis n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'un élève qui a une sanction disciplinaire qui recommet une infraction au règlement intérieur, ou en tout cas sanctionné disciplinairement,
il y a un pouvoir d'appréciation de l'administration qui dit, bon, soit on sanctionne cette fois-ci, mais on ne révoque pas le sursis, ou on sanctionne et on ajoute à cette nouvelle sanction la sanction précédente qui était en sursis. Pour un enseignant, c'est différent. Pour un enseignant, c'est comme si vous aviez effectivement un passif où lorsque vous avez une sanction qui intervient dans les 5 ans de la précédente sanction, la révocation du sursis est automatique. C'est là-dessus aussi que ça va se jouer. Nous, on a défendu le fait que, oui, ça on le savait, l'application de l'article 533, L533-1, il n'y a pas de problème, on le connaissait. Sauf que on aurait dû nous dire, le 20 juin, lors de la commission de discipline, vous avez déjà une sanction, il y aura en plus du déplacement d'office, puisque maintenant on sait que la sanction prononcée, ça a été le déplacement d'office, la révocation des 2 mois. Mais là, ça n'a pas été fait. Et la concomitance entre le recours contre la décision et la révocation du sursis, pour nous, c'est une sanction nouvelle, c'est une sanction déguisée, parce que ça aurait dû être fait de façon, encore une fois, beaucoup plus dignement, parce que, à la limite, dès le mois de juillet, Andrea savait qu'il ne faisait pas sa rentrée, il la faisait seulement au mois de novembre. C'était possible aussi, ça. C'est ce jeu, en fait, de ping-pong avec l'administration qui ajoute à l'acharnement, au harcèlement et au fait qu'il n'y a aucune sérénité dans la situation juridique d'Andreas, puisqu'il est à la merci d'une notification, alors qu'on aurait dû faire les choses éventuellement plus proprement dès le 18 juillet, puisque la sanction, elle a été notifiée, le déplacement d'office à Ben Aménil a été notifié le 18 juillet. Et le fait que la sanction originelle soit contestée n'empêche pas le fait qu'il puisse retoquer ce sursis? Attention, la sanction originelle, on parle du 16 septembre 2022. Cette sanction, on l'avait pas contestée parce qu'elle était extrêmement clémente. Et d'ailleurs, elle a été exécutée. Le mois qui n'était pas en sursis, Andreas a été suspendu avant les vacances de Toussaint, au moment où il a eu la notification. Là, je parle de la décision du 16 septembre 2022. Ce qu'on a contesté, c'est la décision du 18 juillet 2023, le déplacement d'office. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Andreas. Merci, Nancy. Je vais juste rajouter un mot. Quand on a engagé les recours, c'était au mois de septembre. À ce moment-là, j'ai parlé aussi avec ma femme, Clotilde, qui est là. On va porter la voix de tout le monde parce qu'on se bat depuis 2 ans, plus de 2 ans, avec des collectifs, des associations qui représentent des valeurs. Et il y a une chose qui nous unit tous, c'est le protéger les enfants. Donc, je suis content que certains sujets, nos vraies missions de l'éducation nationale, c'est quand même le débat, l'ouverture. Certains sujets aussi, pour une ouverture de sujets d'importance sociétale, faut qu'ils rentrent dans l'école. Il faut qu'on débatte parce que j'avais proposé aussi à mon chef d'établissement, on fait un débat à l'école avec un médecin qui est pour, un médecin contre. Tout le monde sait ce que ça c'est devenu. Quelques jours plus tard, j'étais convoqué au rectorat. On va faire un rapport dans le dos. Voilà. Donc, je vous remercie tous qu'on peut mener, je veux pas dire un combat, je veux dire cette mission, c'est vous défendre des valeurs qui nous tiennent à cœur ensemble avec les avocats. Merci. En tout cas, merci de votre soutien. Pardon. Oui. Merci de votre soutien à tous, parce que c'est important aussi le fait qu'il y ait un soutien, un encouragement, et même dans la salle d'audience, vous étiez là, et cette force, on la sent aussi. Hein, sans cette énergie, je remercie. C'est important. J'ai une dernière question, Nancy. Le président du tribunal a noté la limite de la liberté d'expression pour un fonctionnaire. Quelle est-elle, juridiquement parlant? Est-ce qu'elle est bien déterminée? Alors, la liberté d'expression, en fait, effectivement, elle est aussi reconnue à un fonctionnaire. Mais elle vient s'entrechoquer, ou en tout cas se combiner avec l'obligation de loyauté, l'obligation de réserve, l'obligation de... On a la patrouille de France qui vient célébrer notre audience. Avec l'obligation de loyauté, réserve, discrétion. Donc, il y a une appréciation, en fait, de plusieurs principes qui viennent
chez un fonctionnaire s'apprécier avec une pondération sans doute, bien évidemment, différente du citoyen lambda. Parce qu'effectivement, Andreas, en étant enseignant, a des responsabilités devant sa salle de classe auprès d'un jeune public. Donc, c'est toujours cette appréciation qui doit être faite. Et vous savez que le droit administratif, c'est du droit qu'on dit prétorien, c'est-à-dire que c'est la jurisprudence qui construit, en fait, ce socle juridique administratif. Et donc, ce sont ces magistrats qui doivent à chaque fois apprécier où est la ligne jaune finalement, pour faire court. Donc, c'est important de rappeler la liberté d'expression parce qu'elle existe chez un fonctionnaire. Évidemment, elle doit être combinée avec d'autres principes et notamment l'obligation de réserve. Et tout est question de curseur. D'accord. Merci Nancy. Ok. Alors, je voulais rappeler ce qu'est le harcèlement parce que c'est quand même très intéressant. Le harcèlement vise la destruction progressive d'un individu au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de force de l'individu quelque chose contre son gré. Et ce faisant, à susciter et à entretenir chez l'individu un état de terreur. On peut constater dans ce qu'il arrive à Andreas que le harcèlement coche toutes les cases, à savoir 2 personnes, 2 enseignants en plus d'Andreas ont déposé plainte contre Monsieur Odile, proviseur, qui est resté proviseur dans cet établissement. On peut retrouver ici les syndromes post-traumatiques qui sont égaux à ceux de la torture. L'angoisse et le stress. Et on voit bien que Andreas subit cela depuis plus de 2 ans maintenant et que c'est vraiment très compliqué pour lui, alors même que son but n'est seulement que de sauver les enfants et les protéger contre ce qui se passe. On trouve dans le harcèlement n'est possible que s'il n'y a pas de prise de conscience de l'institution. C'est-à-dire que l'institution laisse faire. Donc si un groupe laisse faire, ce harcèlement se poursuit. Maintenant, je voudrais reprendre le discours de François Hollande du 21 février 2013 à la Sorbonne. Il citait Hannah Arendt. Se poser des questions de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est tolérable, de ce qui ne l'est pas. C'est exactement ce qu'a fait Andreas Pfeiffer. Poser des questions sur ce qui est juste et ce qui est tolérable ou qui ne l'est pas. Monsieur Hollande disait « Il y a des moments dans l'histoire où rien n'est plus important que de faire des choix pour son pays, pour l'État et pour soi-même. » C'est exactement ce que monsieur Andreas Pfeiffer a fait. Dans le colloque, il déclame que les décisions des fonctionnaires dans une période épouvantable ont continué à servir l'État et à obéir sans écouter leur conscience. C'est exactement ce qui se passe et c'est exactement ce qu'Andreas n'a pas fait. Robert Paxton disait que lorsqu'il a fallu choisir entre son travail et pratiquer la désobéissance civile, la plupart des Français ont poursuivi leur travail. Ce fut l'attitude de l'essentiel de l'administration. La plus grande masse était composée de ceux qui servirent sans aucune pensée et sans penser du tout. Les fonctionnaires se sont cachés derrière leur devoir de réserve, l'obligation de neutralité, estimant que leur seule mission, leur seul devoir était d'obéir, et ils ont obéi. Nous savons ce à quoi cela a mené. Il y en a par contre qui firent le choix de la dignité et du courage. Et je crois qu'Andreas Pfeiffer peut être élevé à ce rang de dignité et du très grand courage qu'il lui faut dans cette œuvre. Enfin, je voudrais citer l'article 40 du Code de procédure pénale qui dit que les fonctionnaires sont les gardiens du droit et de la loi. Les lanceurs d'alerte doivent être protégés des représailles et il en va de même pour les fonctionnaires. Nous espérons qu'au sortir de ce jugement, le juge, qui avait l'air vraiment d'être à l'écoute d'Andreas et de son avocate, en décidera de le protéger des représailles qu'il subit. Voilà. Merci. Merci à vous. Juste une question, c'est bien dans 8 jours qu'on recevra la réponse du tribunal? Le tribunal a dit qu'il statuerait avant la fin de la semaine, ce qui sous-entend que sa réponse sera faite pour vendredi. Ok, ben merci beaucoup Diane. Merci à toi. Bonne journée.